Bonjour à tous, bonjour les enfants pour ce deuxième cours en ligne sur la nouvelle fantastique. Vous allez travailler, puisqu'on va se voir longtemps là aujourd'hui, vous allez travailler sur euh, trois points différents. Le premier qui va vous ravir, c'est la grammaire, on va commencer par ça. Il y en a pour un moment. Puis un petit travail écrit et enfin un petit travail oral que vous allez préparer ensemble tous les cinq ou tous les quatre, tous les trois, je ne sais pas combien vous êtes, mais on va dire tous les cinq, et que l'on reprendra ensemble lundi quand je reviendrai. Voilà. Alors, nous nous étions arrêtés. Je vous avez demandé de travailler sur la ponctuation forte pour souligner les émotions, les marques du doute, les marques de la peur. Donc normalement, nous avions fait tout cela. On attaque aujourd'hui avec les marques du doute et de l'hésitation. Alors, c'est l'objet du petit c. Vous pouvez déjà mettre le titre du petit c. Je vous le projetterai juste après, mais vous pouvez commencer. Petit c, marque du doute et de l'hésitation. Alors, je vous rappelle ce que j'ai déjà dit la dernière fois, la fois d'avant, la fois encore avant, mais je vous le rappelle malgré tout qu'il est capital pour le récit fantastique de rester dans l'hésitation. C'est-à-dire face à l'événement étonnant qui se produit dans le cadre classique, normal de Zagreb en 2020, de Paris au 19e siècle, ou peu importe. En tout cas, face à cet événement, on doit rester dans l'hésitation, c'est-à-dire est-ce que je rêve, la plupart du temps les trois hypothèses, est-ce que je rêve, ou est-ce que j'ai rêvé, est-ce que je suis fou, ou enfin est-ce que la magie existe. Et tant qu'on n'a pas la réponse définitive, tant qu'il n'est pas absolument certain qu'une de ces réponses soit valable, on reste dans le fantastique. Si on s'est rendu compte que l'on rêvait, il y a une explication rationnelle. Je rêvais, donc les événements prennent une coloration différente. Si on s'aperçoit si voilà, on constate que l'on est fou, c'est encore une explication rationnelle que l'on peut donner. Et si enfin la magie existe, on est passé dans le surnaturel, donc dans le merveilleux. Souvenez-vous, les Schtroumpfs, Blanche-Neige, Cendrillon, la citrouille qui se transforme, etc. Voilà, donc le fantastique nous permettrait de rester dans l'hésitation. Vous allez maintenant faire ce petit travail pour chaque nouvelle, s'il n'a pas été déjà fait. Normalement, il est déjà fait, mais enfin, c'est très longtemps, donc vous pouvez revenir dessus. C'est assez facile. C'est-à-dire, pour chacune des nouvelles, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez vous répartir le travail, puisqu'il y a trois nouvelles, mais enfin, c'est pas plus mal de le faire pour chacune des nouvelles. Tout ce qui montre que dans le corps de la nouvelle, pendant le récit, mais également à la fin, on ne sait pas. On ne sait pas exactement, et l'énigme qui se pose n'est la plupart du temps pas résolue. En tout cas, pas entièrement résolue. On reste en suspens, on reste sur un point d'interrogation. Est-ce que vraiment? Voilà. Alors là encore, essayez de faire un classement des différents procédés que vous pouvez trouver. Par exemple, apparemment, apparemment il semblerait que ceci soit arrivé, apparemment est un adverbe. Il semblerait que est un verbe conjugué au conditionnel. Je ne sais pas, je ne sais plus. Souvenez-vous dans La Morte au tout début. Combien de temps cela a-t-il duré? Je ne sais pas, je l'ignore. Est un groupe verbal. Bref, faites votre classement. Peu importe s'il est grammatical comme je viens de le proposer, si vous choisissez autre chose, il est, je sais pas, alphabétique par exemple. Peu importe le classement que vous proposez pour l'instant. Mais essayez de montrer que vous êtes capable de synthétiser, que vous ne vous limitez pas à faire des espèces de listes d'exemples qui viennent les uns après les autres et que vous mettez complètement en vrac. Voilà, par exemple, page 12, il y a ça, page 14, on peut relever ceci, page 15. Non, c'est bien, mais essayez d'aller un peu plus loin, de dire, bah, voilà, dans les procédés qu'on peut utiliser pour marquer le doute ou l'hésitation, on peut relever, par exemple, des questions. Quand vous posez une question, c'est que vous ne savez pas. On peut relever des adverbes, probablement, apparemment, visiblement. On peut relever le conditionnel. Il se pourrait, il semblerait, etc. À vous de voir ce que l'on peut relever, comment on peut le classer. Vous faites votre classement, vous pouvez vous mettre en commun vos idées, c'est pas du tout un problème, mais vous faites un classement. Voilà. Vous prenez 5-10 minutes pour faire ça. Je projette en même temps le cours là pour l'instant que vous devriez noter et puis ce que vous allez même vous-même ajouter. Et ensuite on passe à la grammaire. Voilà.
Alors, maintenant, ce qui vous enchante tous, la partie grammaire. Pour cela, vous avez besoin de votre manuel à la page 335. Alors, normalement, vous avez lu le petit... attendez que je trouve la caméra. Voilà, le petit encadré là. La petite partie je retiens, qui n'est pas, à mon avis, très compliquée, mais je vais y revenir quand même. Et vous avez fait les deux exercices 2 et 6, à savoir ce que j'ai mis sur Pronote, mais également ce que je vous ai envoyé par mail. Si vous ne l'avez pas fait, parce que vous savez que je ne suis pas là et que je ne peux pas vérifier, parce que vous n'avez pas regardé Pronote, ou parce que vous avez regardé Pronote mais vous avez oublié, ou bien parce que vous n'avez pas regardé votre mail, bah, quelle que soit la raison, dans ce cas-là, vous appuyez sur la barre d'espace pour l'instant, vous mettez la vidéo en pause et vous le faites tout de suite. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc je le dis quand même à tout hasard. D'une part, lire et comprendre la partie je retiens qui est en haut sur la phrase complexe et les propositions. Puis faire deux exercices, les exercices 2 et 6 de la page 335. Voilà, donc soit vous les avez fait et on reprend tout de suite, soit vous ne les avez pas fait, vous mettez pause et vous le faites. Bien, alors pour ce qui concerne la partie courte, je relis. La phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués et plusieurs propositions. Elle permet d'indiquer des liens logiques entre plusieurs actions. Il faut séparer ici deux choses. Ce qu'on appelle la phrase simple. Une phrase simple, c'est une phrase avec un verbe conjugué. Une phrase complexe, c'est une phrase avec plusieurs verbes conjugués. 1, 2, 3, 10, peu importe. Voilà ce qu'on appelle la phrase simple et la phrase complexe, tout simplement. D'accord. Vous avez ensuite un second élément euh, qui est ici proposé, c'est ce qu'on appelle les propositions. Les propositions de la phrase complexe peuvent être juxtaposées, coordonnées, etc. Qu'est-ce que c'est une proposition? En fait, quand vous avez une phrase avec un verbe conjugué, vous avez une proposition. Si dans cette phrase, vous avez deux verbes conjugués, vous avez deux propositions. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une seule phrase qui comporte deux propositions. Euh, je prends un café, puis je sors dans la rue, point. Vous avez une seule phrase, mais vous avez je prends un café, puis je sors dans la rue, deux verbes conjugués, donc euh, deux propositions. Puisque vous avez deux verbes conjugués, vous êtes face à ce que l'on appelle une phrase complexe. Ça ne veut pas dire qu'elle est compliquée, simplement on l'appelle complexe. Voilà pour la phrase complexe. Alors, toute la question est de se demander, lorsque vous avez plusieurs propositions, je prends un café puis je sors dans la rue, comment ces propositions sont reliées les unes aux autres. Soit elles sont reliées, comme on vous le dit ici, par un signe de ponctuation, une virgule, un point virgule, deux points, on dit alors qu'elles sont juxtaposées. Je prends un café, point virgule, je descends dans la rue. Soit elles sont reliées par une conjonction de coordination, ou éventuellement un adverbe, elles sont alors coordonnées. Je prends un café et je descends dans la rue. Soit elles sont reliées par une conjonction de subordination ou un pronom relatif, et on dira alors qu'elles sont subordonnées. Est-ce que c'est clair? Vous n'allez pas me répondre évidemment, mais j'espère que c'est clair. Donc je reprends. Quand vous avez un seul verbe conjugué, on dit que la phrase est simple. Quand vous avez plusieurs verbes conjugués, on dit que la phrase est complexe. Comment ces verbes conjugués s'enchaînent les uns aux autres? C'est la manière dont les propositions s'enchaînent les unes aux autres. Si vous avez des virgules entre les verbes conjugués, le chat mange la souris, virgule, s'endort, virgule, ronfle, vous avez mange, s'endort, ronfle, trois verbes conjugués, donc trois propositions. Comment sont-elles enchaînées? Par des signes de ponctuation, des virgules, donc elles sont juxtaposées. Le chat mange la souris et s'endort et ronfle, conjonction de coordination pour relier ces trois propositions. Vous êtes face à des propositions qui sont donc toujours dans une seule phrase qui est complexe, trois propositions qui sont coordonnées. Voilà. Et si c'est subordonné, on verra ça un petit peu plus tard, on va dire qu'elles sont donc reliées par une conjonction de subordination ou un pronom relatif. Voilà, pour la partie euh, sur la phrase complexe et les propositions. Il y avait
deux exercices qu'il vous était demandé de faire. On va les corriger après. Pour l'instant, je voudrais revenir sur un point. Mais d'abord, on va projeter cela. Dit et j'espère clair, il reste donc un point à voir là dans ces histoires de propositions subordonnées, c'est ce qu'on va appeler la proposition subordonnée interrogative indirecte. Alors qu'est-ce que c'est que ce grand mot? En fait, la proposition subordonnée interrogative indirecte est une proposition qui est introduite par soit la conjonction si, soit un mot interrogatif. Je vous donne un exemple, c'est relativement simple. Je lui demande s'il est malade. Vous avez demande, est. Je lui demande s'il est malade. Vous avez donc deux verbes. Puisqu'il y a deux verbes, il y a deux propositions. Jusque-là, pas de problème. Je lui demande, c'est une première proposition, et ensuite, s'il est malade, c'est introduit par la conjonction de subordination si, et ça marque évidemment une question. Vous voyez bien, ça marque une interrogation. Je lui demande s'il est malade. S'il est malade, va donc être une proposition subordonnée interrogative indirecte. Je lui demande quelle heure il est. Même chose, c'est introduit par le mot interrogatif quelle. J'aimerais savoir comment il va. Comment il va, quelle heure il est, s'il est malade, sont des propositions qu'on va appeler des propositions subordonnées, parce qu'elles sont introduites par un mot subordonnant, interrogatives, puisque vous voyez bien qu'il y a une forme d'interrogation, et indirectes, puisqu'elles sont intégrées au récit. Souvenez-vous du discours direct, du discours indirect. Il a dit, deux points, ouvrez les guillemets, il est malade. Discours direct. Pardon, excusez-moi. Il a dit, deux points, ouvrez les guillemets, je suis malade. Fermez les guillemets. Discours direct. Il a dit que il était malade. Discours, cette fois, indirect, on n'entend pas la personne parler, c'est juste que c'est intégré au récit. J'espère que je suis clair, c'est pas facile forcément sans tableau, mais normalement vous connaissez cela. Je lui demande, deux points, ouvrez les guillemets, quelle heure est-il? Point d'interrogation, fermez les guillemets. On est dans une interrogation qu'on va appeler directe. Je lui demande quelle heure il est. On est cette fois dans une interrogation indirecte. Puisque qu'est-ce que je dis au monsieur? Je ne dis pas, théoriquement, quelle heure il est. Je dis quelle heure est-il. J'espère que je suis clair et je vous projette tout de suite ce qu'il faut noter. Alors, avant de revenir à nos histoires d'interrogation, on va passer aux exercices qui vous étaient donnés pour aujourd'hui et qu'il faut corriger. Alors, je reprends rapidement. Classer les propositions en gras dans un tableau selon qu'elles sont juxtaposées, coordonnées ou subordonnées. Je passe ça rapidement avec vous. Il est tard, virgule, je dois rentrer. Les deux propositions sont juxtaposées puisqu'elles sont reliées par un signe de ponctuation, une virgule. Romain se demande si son ami viendra. Vous voyez, là, au passage, on est face à une subordonnée interrogative indirecte. C'est donc là les deux propositions, Romain se demande d'un côté si son ami viendra de l'autre, sont donc subordonnées. Sont donc pas de problème. Elle ira au cinéma quand elle aura fini son travail. Même chose, les deux propositions sont subordonnées, elles sont reliées par le mot quand. Le mot quand n'est ni un signe de ponctuation, ni une conjonction de coordination, ni un adverbe qui permet de coordonner. Le professeur prit la parole et le silence, pardon, excusez-moi, et le silence se fit. Les deux propositions sont reliées par la conjonction de coordination et elles sont donc coordonnées. La vérité est qu'il ne l'aime pas. Vous avez la subordination que, c'est une conjonction de subordination. La vérité est, première proposition, qu'il ne l'aime pas. Deuxième proposition qui est subordonnée à la première. La rue où j'habite est étroite. Vous avez deux propositions. La rue est étroite, où j'habite est la seconde. Elle est cette fois également subordonnée puisque c'est la conjonction de subordination ou, à ne pas confondre avec la conjonction de coordination ou que vous apprenez par cœur, mais où est donc Ornicard, mais qui cette fois ne comporte pas d'accent. La conjonction de coordination c'est fromage ou dessert, thé ou café, et ainsi de suite.
Quels indices vous ont aidé à classer les propositions? C'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire d'une part les signes de ponctuation, par exemple pour la première, les mots subordonnants pour les conjonctions de subordination et les conjonctions de coordination pour les propositions qui sont coordonnées. Là-dessus, pas de problème. L'exercice 6, enfin je pense pas de problème. L'exercice 6, transformer les phrases simples en phrases complexes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul verbe, il va falloir qu'il y en ait plusieurs. De même sens, en modifiant la partie en gras. Il nous a annoncé la venue de son frère, va devenir il nous a annoncé que son frère venait. L'été, il est essentiel de bien s'hydrater. Quand l'été vient, quand l'été arrive, pour les plus paresseux, quand c'est l'été, il est essentiel de bien s'hydrater. Qui a mis quand c'est l'été? Allez, Nicolas, je suis sûr que tu as mis quand c'est l'été. 3. Les enfants fatigués peuvent rentrer. Les enfants qui sont fatigués peuvent rentrer. Vous voyez qu'à chaque fois, on ajoute un verbe. Elle refuse de sortir à cause de la pluie. Elle refuse de sortir parce qu'il pleut. Ou bien car il pleut. Ou bien étant donné qu'il pleut. Il faut, de toute façon, quelle que soit la solution que vous avez trouvée, il faut un verbe conjugué. Montrez-moi sa cachette. Montrez-moi où il se cache, où il s'est caché, où il peut se cacher, ce que vous voulez. L'endroit où il se cache, si vous le préférez. Préciser la nature des subordonnés ajoutés, alors ça on fera ça un petit peu plus tard. Voilà, donc le petit b, j'ai oublié de vous préciser, le petit b, on fera ça ensemble parce que online comme ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà. Alors j'espère que pour l'instant, il n'y a pas eu de problème. Et je regarde juste une chose. Non, c'est bon. J'espère que pour l'instant tout est clair. Il nous reste un troisième petit point, enfin un autre petit point de grammaire à voir qui est beaucoup plus facile que celui-ci. C'est ce qu'on appelle l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Alors qu'est-ce que c'est que l'interrogation totale et l'interrogation partielle? En fait, quand vous posez une question, en gros, il y a deux manières d'y répondre. Soit on peut répondre à votre question par oui ou par non. Est-ce que tu es malade? Non. Oui. Soit on peut répondre à votre question, soit on doit, répondre à votre question par autre chose que oui ou non. Lorsqu'il faut répondre par oui ou par non, ça veut dire que la question porte sur ce qu'on va appeler la validation totale de l'énoncé. On répond par oui ou par non. On valide ou on invalide ce qui est demandé. Est-ce que tu es malade? Oui. Donc on valide toute la formule, être malade. Non, on invalide tout. Est-ce que vous êtes fatigué? Oui, c'est validé. Non, c'est faux. On est dans ce qu'on appelle une interrogation totale. L'interrogation partielle porte sur un seul élément de l'énoncé. Quand, où, pourquoi, avec qui, comment. Elle est généralement donc indiquée par le mot interrogatif en fait de départ. À quelle heure pars-tu? Interrogation partielle. Pars-tu? Interrogation totale. Avec qui pars-tu? Interrogation partielle. Où pars-tu? Interrogation partielle. Quand pars-tu? Interrogation partielle. Vous voyez qu'à chaque fois, l'interrogation porte sur un élément de la question, et non pas sur la validation totale de l'énoncé, à savoir pars-tu ou ne pars-tu pas, puisque c'est considéré comme acquis. Donc on est à chaque fois face à ce qu'on appelle ici des interrogations partielles. Il va falloir maintenant, je vais vous projeter la partie courte, ne vous inquiétez pas, il va falloir maintenant que vous cherchiez dans les trois nouvelles des exemples d'interrogations d'interrogatifs partiels et des exemples d'interrogatifs totales. Dans la main et la morte, uniquement des interrogatifs partiels. Dans apparition, des interrogatifs partiels et totales. Voilà, vous faites ce petit travail. Enfin, pour terminer, deux activités que vous allez faire pendant le temps qu'il vous reste. La première, donc vous prenez le petit livre Les Nouvelles Fantastiques, vous le prenez page 73. Vous allez faire deux exercices.
Page 73, vous allez faire la question 11 et la question 12. Alors on reprend ensemble. La question 11 explique comment les revenants sont un moyen de créer la terreur et comment ils influencent le cours de l'existence des vivants. Tu pourras parler des réactions des personnages pendant et après les apparitions et de l'hésitation entretenue à la fin du récit. Voilà, vous essayez de faire un petit texte qui explique clairement comment les revenants, en fait la question c'est pourquoi utilise-t-on le thème des revenants dans la littérature fantastique? Pourquoi c'est bien le thème des revenants et pas le thème des poissons rouges? Pourquoi les revenants? Hein, comme on a déjà expliqué une fois le thème des cimetières. Pourquoi les cimetières? Justement, on a déjà bien expliqué pourquoi la littérature fantastique se déroule souvent dans les cimetières et pas dans les salles des fêtes, au moment où il y a la fête. Voilà, il y a un certain nombre de thématiques qui reviennent dans la littérature fantastique. L'objectif ici, c'est de faire un petit bilan, d'essayer d'expliquer pourquoi. Vous avez compris pourquoi. La question, c'est de parvenir à expliquer pourquoi. C'est pas forcément facile. Donc là, une quinzaine de lignes, avec au moins 2 paragraphes, si possible 3, au moins 2 paragraphes, vous n'oubliez pas évidemment les alinéas, au moins 2 paragraphes pour expliquer pourquoi. C'est pas fini. Ce travail, une fois que vous l'aurez fait aujourd'hui, quasiment terminé aujourd'hui, vous le terminez chez vous ou vous ne le terminez pas chez vous, vous le retapez et vous me l'envoyez par traitement de texte. Hein, il y a 15 lignes à faire, donc ça ne va pas vous demander la semaine. D'ailleurs, il me manque vos nouvelles, vous ne les avez pas toutes envoyées. Hein. Je dis ça comme cela. Bref, ensuite la question 12, page 73, qui va, je pense, vous amuser davantage. Lors d'une émission de télévision, 2 invités débattent. Alors là, il n'y en a pas 2, il y en aura 4. L'un donne une explication rationnelle aux événements de ces nouvelles, donc chacune des nouvelles, hein, les 3. L'autre défend la thèse du surnaturel. Le troisième, donc le 5e ici, joue le rôle du présentateur qui répartit la parole et équilibre les débats. Les 2 intervenants, donc là les 4 intervenants, doivent apporter des arguments à l'appui de leur thèse et vous jouerez cette scène avec vos camarades. Voilà, donc il ne s'agit pas de faire une scène de théâtre, il s'agit de répartir la parole, de réfléchir entre vous, attention, donc il y en a 2 qui se mettent d'un côté, 2 qui se mettent de l'autre, et qui réfléchissent, donc on va dire le groupe de gauche, vous réfléchissez à une partie rationnelle, le groupe de droite, vous réfléchissez à une partie surnaturelle, vous ne mettez pas vos réflexions en commun pour l'instant, vous y réfléchissez à 2. Le présentateur peut passer d'un groupe à l'autre pour voir un petit peu, parce qu'il va bien falloir qu'il répartisse la parole, qu'il rebondisse sur telle idée du groupe A pour donner la parole au groupe B, mais est-ce que vous ne pensez pas, vous avez dit ceci, mais est-ce que vous ne pensez pas plutôt qu'on pourrait imaginer cela? Donc s'il n'est pas du tout au courant à l'avance de ce qui va être dit, ça ne va pas être très évident d'arriver à réagir à chaud, j'allais dire. Donc, vous réfléchissez à tout cela, vous pouvez faire un essai avec, je sais pas du tout quel professeur vous surveille, il faudrait que je vérifie, mais avec le monsieur ou la madame qui vous surveille aujourd'hui, pour essayer de faire un essai. Et quand je reviens, donc lundi, normalement, lundi, on fait tout cela ensemble. Voilà, je vous projette l'ensemble et à vous de travailler. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La suite au prochain numéro. Je vous souhaite bon courage et j'espère que la répartition du temps fonctionne à peu près. En temps normal, ça fonctionnerait, mais comme là, c'est un petit peu différent. Je ne sais pas si ça va trop vite ou voilà, je ne m'en rends pas bien compte. Vous me direz tout cela, j'en suis persuadé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, travaillez bien et donc là, vous êtes mercredi et donc à jeudi, encore une fois en ligne. Bonne journée.